Je me souviens avoir appelé mon frère et lui dire, écoute, Frangin, est-ce que tu veux qu'on monte un concept de salade en France? Il a à peine hésité, il m'a dit go direct. Et de là, on a mis 18 mois de l'idée au projet. Et j'ai vu devant un restaurant une file d'attente. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce concept? Pourquoi il y a autant d'influence? Et je constate en fait que c'est pour de la salade. Et cette simplicité associée à cette qualité, à cette fraîcheur, qui fait qu'en fait, c'est un modèle qui est redoutable. Appeler le matin à 8 heures, pas de réponse. J'envoyais un mail à 10 heures, pas de réponse. Et avant midi, je venais à son bureau en expliquant qu'en fait, sa décision, c'est mon avenir qu'il a entre ses mains. Les gens se battent pour gagner leur vie. Il est hors de question de ne pas les respecter quand ils franchissent le seuil de nos établissements. On met l'émotion de côté, on met l'orgueil de côté et on pense client. Bonjour Antoine. Salut Oussama, salut tout le monde. Tu vas bien? Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Partagez. Je t'ai vu il y a quelques semaines sur Patron Incognito et là de te voir en face de moi, ça me fait un peu bizarre, mais je suis honoré en tout cas. Et ben moi aussi, merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Antoine Barra et j'ai cofondé avec mon frère Joseph une chaîne de restaurants qui s'appelle Eat Salad. Donc le principe, c'est de répondre aux besoins des actifs en proposant une alimentation healthy sur mesure, en chaud, en froid. Et en fait, c'est parti d'un constat que quand tu veux manger propre, il n'y a pas trop d'alternatives. C'est clair. Donc précisément, on s'est dit, comment on peut faire pour à la fois répondre aux besoins des actifs et proposer un modèle qui soit franchisable. Et c'est de là qu'est né le concept. Moi, je suis client de Eat Salad. Je le vois, c'est très simple quand on y rentre. À quel moment tu t'es dit, je vais ouvrir ce concept-là? Je sais que ça vient d'une expérience aux États-Unis, à New York. Exactement. L'expérience aux États-Unis, c'est la jeunesse du concept. En gros, j'ai été sur Times Square et j'ai vu devant un restaurant, mais je ne savais pas encore que c'était de la salade, une file d'attente. Et les gens, ils étaient organisés vraiment, tu vois, comme à Disneyland, sur la file d'attente. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce concept? Pourquoi il y a autant d'influence? Et je constate, en fait, que c'est pour de la salade. Je dis, mais c'est incroyable, autant d'engouement pour un produit qui est basique, parce que peu importe son âge, son origine, sa confession, la salade, la tomate, la carotte, je veux dire, c'est universel comme produit, et c'est pas avec une hype incroyable. Mais j'ai dit, mais en fait, c'est cette simplicité associée à cette qualité, à cette fraîcheur, qui fait qu'en fait, c'est un modèle qui est redoutable. Et je me souviens avoir appelé mon frère et lui dire, écoute, Frangin, est-ce que tu veux qu'on monte un concept de salade en France? Et il a à peine hésité, il m'a dit, go direct. Et de là, on a mis 18 mois de l'idée au projet. Tu vois, on est vraiment parti d'une feuille blanche, on a trouvé le nom, la charte graphique, le code couleur, on a modélisé les premiers restaurants pilotes, mais tout ça dans l'objectif de le rendre transmissible efficacement. Voilà, on voulait vraiment se dire, il faut que le process il soit organisé, il soit structuré et surtout il soit utilisé. Et pour le rendre utilisé, il faut que ce soit utilisable. Donc c'est vraiment toute une réflexion qui garantit une promesse client de qualité et qui garantit un modèle économique intéressant. Parce que sinon, il faut que la danse, elle soit bonne pour tout le monde. Est-ce qu'au moment où tu commences à travailler justement le concept, est-ce que déjà dans ta tête, tu te dis, il faut que ce soit un modèle duplicable? Ouais, même c'était vraiment le point d'orgue de ce concept-là. Il fallait que chaque action soit finalement transmissible. Donc, il ne fallait pas le faire pour soi, il fallait faire dans l'intérêt du collectif. On était beaucoup plus dans le devoir que dans le droit. Et on s'est rapidement mis au service de la réussite du projet. Ce n'est pas le projet qui nous sert, c'est nous qui le servions. Tu vois, c'est un mindset vraiment différent. Un échange de bons procédés, c'est ça? J'ai bien compris. C'est pas tant un échange de bons procédés, mais quand en général tu crées ta structure, c'est pour toi que tu le fais. Ouais, oui. Alors que là, l'idée, c'était de le rendre universel, que tout le monde se l'approprie, que ce soit le client final, mais également tous les opérateurs. Et on savait qu'avec un concept sans extraction, sans cuisson, donc un modèle simple à implanter, on pouvait rapidement faire des aéroports, des gares, des stations-service, et c'est précisément ce qu'on a fait. Incroyable. Au moment où vous commencez à faire le prototype, comment vous jugez, on va dire, le coût? Comment vous allez chercher justement tous ces levées de fonds? Ça se passe comment? Eh bien, écoute, en France, nous, on a pris le parti de travailler avec les banques, qui était le format le plus classique, mais on a essuyé énormément de refus. Déjà parce qu'on est jeune. Quand on a commencé, on avait 22 et 23 ans. On a 13 mois d'écart avec mon frère Joseph. Et surtout, on n'était pas expérimenté encore en tant qu'entrepreneur. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écumé le maximum de banques avec un dossier bien monté, avec un discours qui était cohérent et surtout avec, on va dire, une détermination
dans chaque action. On voulait que le banquier se rende compte que ce n'était pas qu'un projet économique, mais un projet de vie. Et sur 10 banques, parce qu'on a fait 10 banques, on a eu 9 refus, voilà, parce qu'ils estimaient qu'on n'était pas prêt, ils estimaient qu'on n'était pas solvable ou qu'on n'était pas finançable. Mais il y en a un qui a lu un petit peu entre les lignes. Alors on a insisté, hein. Il n'a pas dit oui tout de suite, il a fallu montrer encore une fois notre engagement. Et je me souviens de l'avoir appelé le matin à 8h, pas de réponse. J'ai envoyé un mail à 10h, pas de réponse. Et avant midi, je venais à son bureau. Alors je n'arrivais pas en force, hein, mais très poliment, en expliquant qu'en fait sa décision, c'est l'avenir, c'est mon avenir qu'il a entre ses mains. Et je pense que ça même s'il a trouvé que c'était un peu cavalier et que ce n'est pas les méthodes classiques, il a dû se dire quand même, ces jeunes-là, ils ont faim. Ouais, ils ont faim, tu vois. Et ben, grâce à ce premier financement, ça a ouvert les portes. Et puis, ça nous a aussi éduqués sur l'ingénierie financière, sur comment marche la banque en France, les organismes de contre-garantie, les cautions. Et puis, finalement, le banquier, il faut se dire que c'est pas un entrepreneur, c'est un investisseur. Donc la posture, c'est pas la même. Le goût du risque, il est différent. Il va plus aller regarder si ça va fonctionner, si l'investissement il va être rentable pour lui, en réalité, c'est ça. Oui, lui, il gère du risque. Voilà, il gère du risque. Donc il veut limiter le maximum de risques, sachant que des dossiers, on lui soumet tous les jours. Tous les jours, oui, c'est ça. Donc on recontextualise, on est en 2012-2013. Le LC, c'est pas le LC d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les salles de sport, il y en a, mais il n'y a pas la folie qu'on connaît aujourd'hui de la salle de sport, de l'Aerox, de la prise de conscience sur le manger mieux, le manger sain, sans frustration, parce que c'était longtemps associé aussi à de la privation. Et aujourd'hui, on arrive naturellement à assimiler manger propre et en mangeant bien. C'est vrai que là, tu soulignes quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les personnes font très attention à leur bien-être, à leur santé. Et moi, c'est tout simple, mais depuis que Eat Salad existe, en fait, je sais que j'ai une adresse où je peux aller manger sainement et sans culpabiliser. Tu vois, ce truc-là et avoir le choix. Parce que concrètement, de ce que je comprends, moi, de Eat Salad, vous proposez une expérience. Une expérience, tu me dis si ce n'est pas le cas, mais pour moi, je le vois comme ça, une expérience. J'arrive, je choisis mes bases, je choisis mes légumes et je vais manger. En fait, c'est exactement ça. C'est personnaliser en fait ton repas en fonction de ton ambition. Que tu veuilles sécher, que tu veuilles prendre de la masse, que tu veuilles manger végétarien, que tu veuilles manger chaud, froid, épicé, halal. En fait, c'était vraiment l'idée de se dire c'est universel. L'enjeu, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je vais manger. Et surtout, on a pris les codes des plus grandes chaînes à succès. Amplitude horaire, emplacement dans des fortes zones de trafic, que ce soit centre-ville, zone d'activité ou lieu de transit, comme on parlait précédemment, aéroport, gare, station-service, avec une qualité de service qui soit constante. Tu vois, de mettre le client au cœur de notre modèle, en disant, c'est dur de gagner sa vie, pour dépenser une salade à 10, 12 euros, c'est 1 heure de travail de SMIC, tu vois, les gens se battent pour gagner leur vie, il est hors de question de ne pas les respecter quand ils franchissent le seuil de nos établissements, avec un accueil de qualité, et un accueil sincère, avec une qualité de produits constante, avec une disponibilité des produits. Tu prends ta voiture, tu dépenses de l'essence, tu risques une amende, enfin, je veux dire, tu trouves du stationnement, et tu arrives et il n'y a pas ton avocat ou ton ingrédient préféré. C'est déceptif, surtout sur un concept aussi simple que le nôtre, sachant qu'il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas de cuisson à proprement parler. Tu vois, c'est, on va dire, une obligation de résultat. On doit réussir, on ne doit pas mettre les moyens en œuvre, on doit satisfaire le client coûte que coûte. Voilà, moi, je vis pour cette promesse client. Ok. Et là, tu as parlé de quelque chose d'intéressant aussi, encore une fois, c'est l'accueil. Moi, je mets 3 heures à choisir mes légumes. Et je vois à chaque fois que la personne qui est en face de moi, elle prend tellement cette patience-là en considération, de se dire, j'ai le client qui est en face de moi, je le laisse choisir. Comment, justement, vu que tu as dupliqué toute cette chaîne-là, comment on peut justement former de la même manière ses employés et qu'ils soient duplicables ? C'est le process. C'est cette capacité à rédiger les bonnes pratiques, à les transmettre efficacement lors de la formation initiale et permanente. En gros, c'est un savoir-faire qui est normé. Si je te prends une grande enseigne suédoise d'aménagement, sans la citer,
tu réussis à reproduire, peu importe dans le monde, le montage du meuble parce qu'il y a une notice et tout est écrit, calibré, grammé, pesé, standardisé. Ben, c'est exactement la même chose. Si tu veux, on reproduit un savoir-faire qui démontre une rentabilité et une efficacité supérieure au modèle d'un concurrent qui voudrait faire la même chose que nous. Et donc, en fait, il y a peu d'interprétation. Parce que, précisément, c'est normé, c'est écrit, et donc, on se réfère à quelque chose qui fonctionne. Alors, il y a de la place à l'initiative, à la créativité, et il y a des instances de dialogue qui permettent toujours d'améliorer les savoir-faire au service de la promesse client. Mais les fondamentaux, quand je reprends les manuels opératoires qui sont un petit peu la Bible des savoir-faire secrets, eh bien, quand on les a rédigés en 2012-2013, aujourd'hui, presque un peu plus d'une décennie après, et on a 80% de la colonne vertébrale qui n'a pas bougé. On a ajusté parce qu'on a affiné et aiguisé notre lame, on a musclé certains éléments du concept, mais on retrouve ces fondamentaux. Donc voilà, précisément, comme une maison, si tu as une fondation qui n'est pas en béton armé, tout ce que tu vas construire, c'est bancal. Donc c'est pour ça qu'on a mis 18 mois de l'idée au projet, parce qu'on voulait vraiment commencer avec quelque chose qui est solide, qui va avoir le plus de pérennité au fil de sa vie. À un moment donné, vous partez une semaine avec ton frère, justement pour, tu sais, ces 18 mois-là, un an après que vous ouvrez à Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, en 2013, vous décidez de vous poser des questions pour la franchise. Qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine-là, entre toi et ton frère ? Eh bien, on met l'émotion de côté, on met l'orgueil de côté et on pense client, on pense national, international, on pense grand. On se dit comment aujourd'hui, avec on va dire une genèse, un embryon, on est capable d'en faire quelque chose qui soit institutionnel. Et donc, on se dit les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui pour demain, elles sont précisément dans le sens de cette industrialisation. En fait, on veut garder, nous, l'artisanat, que ce soit dans les recettes, dans les méthodes, mais des volumes industriels. Et donc, ça oblige à adapter à la fois les procédures, la logistique, les méthodes de vente, le management, la gestion du personnel, pour faire finalement une musicalité qui est gagnante-gagnante. Parce que finalement, peu importe le projet pro ou perso, ce qui fait que ça dure, c'est la recherche des équilibres. Si tu as un déséquilibre à un moment, même dans un couple, dans une relation amicale, au bout d'un moment, l'une ou l'autre des parties ne reste pas. Bien sûr. Et c'est ça notre objectif, c'est de faire quelque chose d'équitable, d'équilibré pour que ça dure. Toi, à ce moment-là, avec ton frère, tu as 23-24 ans. C'est ça. Vous découvrez l'entrepreneuriat. Comment vous apprenez toutes ces choses-là ? Vous êtes, on vous suit, vous êtes entouré de personnes qui... Alors, à l'époque, il n'y avait pas tant de mentorat, il n'y avait pas de campus, il n'y avait pas de, on va dire, de podcasts qui étaient populaires, qui permettaient justement de faire gagner du temps et d'en gagner. Et du coup, on a été autodidacte, on s'est inspiré de ce que font les leaders sur le marché. Et on a, de manière un peu mimétisme, tu vois, on a essayé de garder ce qui marche bien et de minimiser ce qui marche moins bien. Si je te prends un exemple de la plus grande chaîne de burgers au monde, ils ont forcément des méthodes de vente et un rapport qualité-prix, une vitesse d'exécution qui est exceptionnelle. Par contre, on a l'habitude d'entendre que le personnel n'est pas toujours valorisé. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui est du turnover au sein des équipes. Donc on s'est dit comment nous on peut mettre de l'humanité dans notre management, comment on peut mettre finalement l'humain au cœur de tout. Puisque sans hommes, sans femmes, peu importe le projet, mais ça ne marche pas. C'est une chaîne de valeur en fait. Et on a toujours considéré que peu importe le grade, peu importe le poste, tout le monde compte. Si quelqu'un à son niveau ne fait pas le job avec conviction, avec engagement et avec constance, à un moment donné, c'est toute la chaîne de valeur. Si tu prends de la Formule 1, celui qui met les pneus, il vaut autant que le pilote, autant que le mécanicien. C'est comme ça que ça fonctionne et surtout comme ça que ça dure. Et nous, on est de mauvais sprinteurs, mais de bons marathoniens. C'est justement ces maillons qui sont importants sur une chaîne, c'est ça dont tu parles ? Bien sûr. Et dans ton écosystème de franchise, de qui tu dois t'entourer, pour comprendre un petit peu de l'intérieur ? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ça, de manière générale, de l'entrepreneuriat. Mais on a toujours, tu sais, la vitrine de « ouais, c'est une franchise ». Mais qu'est-ce que tu dois mettre en place autour de toi justement pour développer cette franchise ? Le réseau d'experts qu'il faut mobiliser autour d'un entrepreneur, que ce soit un franchiseur,
même un entrepreneur, on va dire, avec des ambitions plus modérées, ça reste toujours un banquier. Il y a une ingénierie financière, une éducation financière qui est obligatoire. Il y a l'assureur qui compte beaucoup. Le banquier, l'assureur, pour moi, c'est 2 personnes clés et le comptable. Tu vois, c'est un peu lié quand même, ces métiers-là. Ils ont tous des liens de cause à effet qui sont assez forts. Donc déjà, un bon banquier, un bon comptable, un bon assureur, c'est un des fondamentaux pour pouvoir, bien sûr, aller de l'avant et éviter l'inertie et prendre les bonnes décisions au bon moment. Ensuite, en fonction des cœurs de métier, ben moi, je pense qu'il est intéressant d'échanger avec les anciens. Des gens qui ont, peut-être à une autre époque, certes, les choses ont changé, mais ils ont l'expérience. Et à mes yeux, la définition de l'expérience, c'est la somme des erreurs qu'on a commises. Donc des gens qui ont déjà expérimenté, par définition, qui ont commis des erreurs et qui peuvent faire gagner du temps si on a une écoute active et qu'on ne met pas d'orgueil ni d'ego dans l'échange, que de la dignité. Tu vois, il faut le respect, il ne faut pas se faire malmener par qui que ce soit, mais quand même d'écouter activement quelqu'un qui, lui, a déjà touché le four et qui sait que c'est chaud et que tu risques de te brûler à ton tour, c'est un gain de temps. Donc en fonction des cœurs de métier, s'entourer de gens qui ont déjà expérimenté, et puis les grands classiques, banquiers, comptables et évidemment assureurs. Après, il y a des avocats, il y a tout le juridique aussi. Donc voilà, c'est en fonction des métiers, des conventions et des sujets, il faut s'entourer de gens qui ont les mêmes méthodes, les mêmes valeurs et qui partagent une ambition commune. Et au niveau, justement, en interne, comment est formée ton équipe à peu près? Le métier de franchiseur qui maîtrise son sujet doit s'entourer finalement de 5 grosses branches. Peu importe l'activité, de la restauration, du bâtiment, du service à la personne, il faut développer. Et le service développement va trouver des candidats à la franchise, va les placer géographiquement sur le territoire. C'est le préambule déjà de la croissance. Une fois que tu as identifié un franchisé et que tu l'as placé sur le territoire, il va falloir le former. Et ça, c'est le service formation. Tu vas le former de manière initiale au savoir-faire secret, puis permanente, puisque les choses évoluent. Donc la formation, l'animation, c'est vraiment ce qui permet de garder le cap et de fédérer les équipes. Ensuite, tu vas avoir une partie achat logistique. Peu importe l'activité, tu dois toujours acheter du matériel, du produit, et tu dois l'acheter avec une double finalité. Faire bénéficier au client final du meilleur rapport qualité-prix pour être concurrentiel et au franchisé des meilleures marges. Concrètement, il se dit, si j'achète avec l'enseigne, je vais acheter moins cher le produit, que ce soit du béton, du poulet ou du cuir, je vais l'acheter moins cher que si je vais tout seul devant mon fournisseur. Ça, c'est vraiment aussi une notion importante de considérer que l'achat logistique, ce n'est pas réellement un centre de profit pour une enseigne. C'est un service qui doit faire gagner le client, que le client se dise c'est moins cher chez vous, j'ai plus de quantité pour un prix plus intéressant que chez la concurrence, et le franchisé qui achète des marges plus importantes pour son modèle à lui. Ensuite, tu vas avoir l'unité centrale de gestion. L'unité centrale de gestion, c'est très important, puisque c'est toutes les fonctions support. On va parler du juridique, parce que les textes de loi évoluent. Tu commences avec ton activité, puis il y a de la jurisprudence, il y a des évolutions sociales, des évolutions fiscales, écologiques, bien sûr. Toutes ces évolutions du métier, tu dois accompagner tes franchisés et toi te former aussi pour toujours être dans les standards. Tu dois accompagner à la comptabilité aussi, soutenir, et puis avoir vraiment une vision back-office finalement du métier. Et enfin, la cinquième branche qui est essentiel, c'est le marketing et la communication. Mais il y a des sous-catégories dans ce métier-là, puisque la communication au lancement, c'est pas la même qu'une fois que l'établissement est ouvert depuis 3 ans, depuis 5 ans. Le marketing local, digital, régional, national, c'est encore des approches et des cibles différentes, mais il n'y a qu'une finalité, encore une fois, c'est de faire la promotion de l'enseigne pour expliquer aux consommateurs, aux fournisseurs qu'on est l'interlocuteur idéal pour répondre à ses besoins. Ça fait beaucoup de travail. Hein. C'est un vrai métier. C'est un métier qui est assez 360, puisqu'en fait, tu as 5 métiers dans le métier. Et donc, encore une fois, à partir du moment où tu considères que dans un système vertueux de franchise, le franchisé, le franchiseur et le réseau, c'est la même personne, et que tu prends une décision qui est bonne pour les 3 parties, tu peux rarement te tromper. Quand c'est bon pour le fondateur, bon pour le franchisé, bon pour le réseau qui unit
toutes ces personnes ensemble, et ben, en général, c'est du plébiscite. Comment tu gères tout ça en fait? Parce que tu dois être normalement très organisé pour pouvoir gérer tout ce flux-là, toutes ces informations. Ça se passe comment dans ton quotidien? Tu sais, moi, je fais souvent le parallèle avec le sport. Quelqu'un qui veut performer, il doit s'alimenter, il doit se soigner, il doit se reposer, il doit s'entraîner de manière chirurgicale. En fait, tout est niveau d'excellence. Plus tu mets la barre haute, plus tes actions sont calibrées, sont contrôlées, sont anticipées, et tu n'es pas en réaction des choses, tu es en anticipation. Donc il y a de l'aléatoire, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais tout ce qu'on va pouvoir maîtriser, ben, on va faire des hypothèses de travail et on va considérer plusieurs cas de figure. Regarde demain, s'il y a un incendie et que tu as fait 10 fois des essais à blanc et qu'une fois tu sais que tu peux passer par la fenêtre, par la porte, par le garage, si un jour il y a un vrai incendie avec la panique, tu te souviens de tes 10 tests où ah oui je m'en souviens, tu vas prendre des décisions qui sont plus rapides et meilleures que si tu arrives au talent. Tu vois ce que je veux dire, c'est cette anticipation, cette préparation finalement c'est le résultat. Et c'est difficile de reproduire quelque chose qui a été fait instinctivement. Ouais. Tu vois, c'est possible. Plus la répétition, c'est un peu comme dans le football. On te dit à chaque fois fais des passes, mais ça te permet de gérer en moment de crise, justement, quand tu es dans un moment où tu es en panique, mais tu puisses faire cette passe-là sans problème, quoi. Exactement, mais que ce soit dans la musique, même dans chaque action. C'est la répétition qui permet de gagner en confiance, qui permet de gagner en précision, en réactivité. Et en fait, c'est même la définition de l'excellence. Je crois que c'est 10 000 heures d'une activité pour se considérer comme un expert. C'est la pratique, la répétition, et d'ailleurs, le fait d'être exclusif à quelque chose rend excellent. Si Cristiano il est si fort, c'est parce qu'il fait du foot. S'il faisait du foot, du basket, du tennis, il y a peu de chances qu'il performe aussi bien dans les trois. D'ailleurs, quand on a un concept où on fait tout, en général, on ne fait rien. Ouais. C'est quelque chose à méditer, mais il y a peu d'êtres humains qui sont polyvalents déjà. Et regarde, si tu es entrepreneur et qu'en plus tu es chef de famille et que tu veux être un bon père, un bon mari, un bon entrepreneur, déjà, il y a largement du boulot dans une journée qui dure 24 heures. Donc si tu te rajoutes en plus des contraintes et des difficultés, alors là, il faut revoir sa copie, je pense. Et ça, tu arrives à le faire? Vie privée, vie pro? Écoute, c'est toujours des challenges qui sont difficiles parce qu'on recherche les équilibres. Et puis dans l'activité, tu as quand même une saisonnalité, des événements calendaires, des temps forts, des temps faibles. Donc moi, je pense que c'est l'attitude qui compte. Le résultat, c'est le fruit du travail. Donc quand on travaille en général, on perd jamais. Tu vois, c'était une belle personne qui avait dit soit on gagne, soit on apprend. Donc il y a rarement d'échecs. Mandela. Voilà, exactement. Mais en vrai, moi je pense que je dois progresser encore sur tous ces sujets-là et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu vois, c'est un chemin. Il y a pas, on ne se dit pas ça y est, je suis arrivé. Mais on y va et puis il y a des défis nouveaux qui se présentent aussi. Quelque chose qu'on croyait acquis et finalement ne l'est plus du tout parce que l'environnement, parce que les contingents font que toutes les cartes sont redistribuées. La seule certitude qu'on a, c'est que rien n'est certain. C'est ce dont on est sûr. Hein. C'est vrai. Parfois, on agit comme si c'était certain. Et là, on perd en vigilance, on n'est plus sur les appuis. Et souvent, tu prends des sacrées bananes. Ouais, c'est clair. Et là, tu as dit quelque chose d'intéressant, encore une fois, de se renouveler, de toujours être dans l'alerte, parce que les choses évoluent. Comment, justement, toi, tu arrives à toujours te renouveler? Parce qu'il y a eu des changements depuis le début jusqu'à aujourd'hui de Eat Salad. Eh bien, moi, je pense, encore une fois, que c'est notre client qui nous guide dans notre métier à nous. Et donc, d'être au plus près de ses attentes, de comprendre ses comportements alimentaires, ses comportements d'achat, mais pas par déduction, avec des questions claires, de le solliciter, de le mettre au cœur du dispositif en lui disant qu'est-ce que vous attendez, comment on peut s'améliorer. J'accompagne beaucoup de restaurateurs et d'entrepreneurs en général, et je leur dis toujours d'aller voir leurs prospects, de leur demander comment faire mieux, qu'est-ce qu'ils attendent réellement. Est-ce que le service, l'offre, le prix est en adéquation avec leurs attentes et comment on pourrait s'améliorer? Tu vois, il faut combattre un peu sa timidité parce que naturellement, ce n'est pas des actions qu'on peut faire ou qu'on a l'habitude de... Bien sûr. Et puis ça exige en contrepartie une remise en question. Parce qu'une fois que tu as l'info, si tu ne la traites pas, tu ne te l'appropries pas et tu ne fais pas évoluer tes savoir-faire, c'est du temps perdu.
Donc il faut mettre toujours, je crois, l'orgueil et l'ego de côté, même si c'est difficile, on n'est qu'humain, au profit de la dignité et surtout du projet. Tu vois, c'est ce que je disais en préambule, d'être au service de la réussite de son entreprise. De se dire qu'en fait, on est un maillon de la chaîne, peu importe sa fonction. Alors avec bien sûr des arbitrages qui ont des conséquences plus ou moins lourdes en fonction de son poste, mais l'état d'esprit de se dire en fait, je fais pas ce que j'aime, je fais ce qu'il faut. En fait, tu mets du cœur à l'ouvrage. Tu fais les choses toujours de manière passionnée dans les actions. En fait, même plus que la passion, c'est la hargne. Moi, je me suis rendu compte que quand tu es hargneux dans la vie, ça se passe toujours bien. Pas haineux, hein, hargneux. Hargneux, ouais, hargneux, c'est une ténacité rageuse. Si tu fais quelque chose de manière tenace et que tu mets de la rage, mais je connais personne qui a échoué en ayant cette posture. Ouais. Par contre, c'est vrai que ça demande une condition mentale, une condition physique, un état d'esprit qui est finalement parfois en opposition avec un petit peu de paresse, l'envie de procrastiner, de repousser au lendemain, ce qui est humain aussi. Et tu peux pas être bon tout le temps. Mais par contre, tu peux avoir l'ambition de l'être. Voilà, c'est toujours pareil, c'est l'attitude. Le résultat est corrélé quand même à l'attitude. Si tu te rappelles à l'époque, quand tu étais jeune, à l'école, si tu révisais, tu avais en général une bonne note. Si tu révisais pas et que tu avais une bonne note, c'était un peu un coup de chance. Mais en général, on récolte ce que l'on sème. C'est de la discipline. C'est de la discipline. C'est s'imposer des choses pour justement aller vers ses objectifs. Bien sûr, la discipline couplée à de la rigueur et surtout couplée à de la constance. Parce que le poids de l'action, même minime, tous les jours répétitive, elle apporte plus qu'un gros coup d'éclat une fois. Tu fais une séance de 5 heures par jour une fois dans la semaine, vaudra moins à mes yeux que de s'entraîner 1 heure tous les jours. Tu m'as dit que vous avez fait ça avec ton frère de manière autodidacte. À quel moment ton parcours académique classique n'a pas été pour toi un handicap? En fait, l'école, elle apprend à exécuter. Elle apprend rarement à prendre des décisions, à mener. Tu vois, c'est d'ailleurs, quand tu es à l'école, les profs, ils te disent il faut que tu aies un bon métier pour gagner de l'argent. Ils te disent pas il faut que tu aies un métier qui te rende heureux. Tu vois, il n'y a pas trop de notion de valeur. Et du coup, après, le système, il est ce qu'il est. Il est toujours perfectible. Il y a quand même des bonnes choses, des choses moins bonnes. Ce qui est certain, c'est que moi, je pense que l'école, elle apprend à vivre en collectif. Elle apprend à apprendre, tout simplement, à emmagasiner de l'information. Bien qu'aujourd'hui, il y a de l'IA, il y a quand même des modules qui permettent d'apprendre plus efficacement parfois. Et puis, je crois que le métier d'enseignant aussi, c'est une vocation par le passé. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Il y a un petit peu moins de respect de l'autorité, un peu moins de respect de la hiérarchie, moins de respect de l'uniforme, peu importe. C'est la société qui évolue. Il y a toujours du bon, du moins bon. Moi, je pense qu'il faut être nuancé dans tout. Et s'adapter. Et encore une fois, il y a du bon à prendre. Voilà, il y a du bon à prendre, mais il faut faire les choses en conscience. Et je crois que le niveau académique aujourd'hui, ça vaut, mais ça vaut moins que par le passé. Un recruteur aujourd'hui, il va regarder le CV, c'est pas forcément, à part pour des postes bien spécifiques, mais une expérience réussie ou même ratée, mais une expérience a presque autant de valeur qu'un diplôme. En tout cas, ça se monétise comme ça aujourd'hui, je pense. Ça veut dire que si demain on accorde plus ou moins de valeur au diplôme, les gens ne s'inscrivent pas dans des écoles. Il y a aussi tout un modèle économique derrière. Et on est assez traditionnel en France. On est conservateur sur ces sujets-là. Alors, encore une fois, je pense que c'est l'équilibre entre le process, le protocole, la tradition, mais à la fois les outils modernes et puis les métiers. Les gens veulent faire des métiers aujourd'hui qui sont un petit peu moins opérationnels. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils veulent plus travailler avec leurs mains, ils veulent travailler avec leur tête, c'est pas ça, mais ils veulent plus un salaire et un titre. Ils veulent des valeurs, du sens, de la conscience, et du coup, ça fait des gens plus réfléchis, plus critiques, et à tort ou à raison, quoi qu'il arrive, ça fait bouger les lignes. Surtout qu'aussi, on est dans une ère où on a beaucoup d'informations. Moi, je suis de 89. Du coup, à mon époque, je n'avais pas toutes ces informations que j'ai là aujourd'hui. Et ça a créé certains déclics aussi, en ayant ces informations-là de développement personnel, de personnes qui ont réussi, qui nous le montrent, alors que eux, ils avaient pratiquement le même parcours que nous. Toi, là, ça fait 10 ans, 15 ans
Ça fait depuis 2013. 2013. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. T'es au centième hit salade en France, c'est ça? On l'a dépassé. Ouais. Vous l'avez dépassé, mais au début, je pense que ça devait être compliqué. Est-ce que à un moment donné, quand tu n'as pas vu les résultats, quelle force tu as pu avoir pour justement cette étape-là de doute? Je crois que après la pluie vient le beau temps. Depuis toujours, je suis convaincu de ça. Et je me dis d'ailleurs que s'il fait beau toute l'année, on n'a pas le goût du soleil parce qu'il faut avoir la pluie. Si tu es en vacances toute l'année, tu n'as pas le goût des vacances. Donc, je me suis dit qu'il faut serrer les dents. Il faut faire preuve d'abnégation. Il faut faire preuve de résilience. Et il faut être optimiste sans être dans le déni. Tu vois, garder la positivité et le sourire. Churchill disait quelque chose de très intéressant. Il disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. C'est ça, cette notion d'enthousiasme. De me dire évidemment qu'il y a des difficultés, et parfois plus ou moins critiques. Mais quand tu prends de la hauteur et que le temps fait son œuvre, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est une difficulté parmi tant d'autres. Et je crois que cette notion de sang-froid, cette notion de vision long terme, ça donne de la ressource pour se dire « Ok, là, j'ai le nez dans le guidon, je suis vraiment dans le dur, mais ça peut que s'améliorer. » Et quoi qu'il arrive, comme on disait tout à l'heure, je vais apprendre et je ferai mieux la prochaine fois. Ce qui est compliqué, c'est de reproduire 2 fois la même erreur qui devient une faute. Tu vois, ça c'est dommage parce que c'est évitable. Et pour ça, c'est l'organisation, la concentration, l'anticipation notée. Ceux qui ne prennent pas de notes ont du mal à justement capitaliser sur les échecs. Parce que c'est à l'instinct, c'est trop free-flow. Et ça, c'est une erreur pour moi qui est évitable. Ça coûte rien de prendre des notes et de les consulter, de les organiser. Des to-do list. Ouais, de la to-do list, bien sûr. Ouais. Mais va faire tes courses sans liste de courses. Tu risques forcément d'arriver avec des choses que tu n'avais pas prévues et de ne pas arriver avec ce que tu avais prévu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les écrits restent. Ouais, écrits restent. C'est très important. C'est aussi une manière aussi d'être un peu plus sensible aussi à une certaine éducation financière. Parce que en tant que salarié, moi, à l'époque, quand j'étais salarié, je n'avais pas ce mindset-là de se dire, il faut que je fasse attention. J'avais des achats compulsifs. Et cette fameuse to-do list, moi, je l'applique. Maintenant, aujourd'hui, dans mes tâches quotidiennes, toi, c'est ce que tu fais aussi ou comment ça se passe? Oui, l'organisation, c'est le nerf de la guerre. Peu importe ce qu'on entreprend, et a fortiori, plus le volume est dense, plus l'organisation doit être millimétrée. Et je te fais le parallèle assez simple. Si tu fais un repas pour 4 personnes, tu peux limite te débrouiller avec ce que tu as dans le frigo à la volée. Si tu commences à recevoir 40 personnes, là, tu ne vas pas faire les courses le jour même, tu vas commencer à anticiper. Si demain, tu nourris 400 personnes le même jour, eh bien là, ça demande une organisation quasi martiale, quasi militaire, si tu veux faire de la qualité. Après, on peut tout faire à l'arrache, mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit un état d'esprit qui dure dans le temps, et ce n'est pas viable. En fait, c'est une grosse folie même d'agir comme ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale? Qu'est-ce que ça t'a appris dans ton cursus là, depuis le début? Ça m'a appris que tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour être numéro 1 bis, numéro 2, et sans jugement de valeur. Ouais. On ne peut pas avoir que des attaquants dans l'équipe. Il faut des gardiens, il faut des milieux, il faut des défenseurs. Et c'est cet équilibre entre tout le monde. Donc, être honnête avec soi-même, se dire où est-ce qu'on est bon. Par exemple, moi, je ne suis pas un très bon exécutant. Je suis meilleur à la vision, je suis meilleur à la conviction, à la persuasion d'une idée, d'un concept, d'une ambition, plutôt qu'à l'exécution pure et dure. Voilà, parce que c'est ma personnalité, c'est mon caractère, c'est mon parcours qui fait cela. Maintenant, je ne dis pas que je ne peux pas perfectionner là où je suis moins bon, mais je trouve que c'est quand même intéressant de maximiser là où on est bon. Et là où on est moins bon, il y a 2 options. Soit on travaille, mais on n'a qu'une vie, et on a dit qu'on voulait être bon partout, donc on sacrifie le reste. Soit on s'entoure de gens qui savent faire ce qu'on ne sait pas faire. Et Bernard Tapie disait quelque chose de très intéressant. Il disait qu'à la limite, un bon entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui ne sait rien faire, mais qui s'entoure de gens qui, eux, savent faire. Parce qu'on ne peut pas être à la fois jeune et vieux en même temps, ambitieux et timoré, on ne peut pas être et avoir été. Et je crois que de s'entourer justement de ce réseau d'experts, de cette équipe qui a une ambition convergente, même si les méthodes sont parfois personnelles, en tout cas, c'est cette convergence, cette ambition partagée qui fait que à la fin, tu ramènes la coupe à la maison. Ouais, c'est clair. Et tu gagnes du temps. Le temps, c'est notre plus grande richesse, d'ailleurs. C'est incroyable, le temps. Cette notion de temps. Parce qu'on court après l'argent, mais en réalité, moi, je cours après le temps, par exemple. Et c'est d'ailleurs, quand tu es incarcéré, c'est le premier truc qu'on t'enlève, c'est ton temps.
C'est incroyable le rapport au temps, hein. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question et je pense que j'ai la réponse. Si on demande à un milliardaire de 90 ans de sacrifier toute sa fortune pour avoir 20 ans, je pense que Ouais, sans hésiter, il sacrifie tout. c'est sûr. Et c'est vrai que quand on en manque de temps, on s'en rend compte de sa valeur. Mm. Mais c'est inestimable. C'est d'ailleurs un des seuls éléments qui ne s'achètent pas, qui ne se Et qui se récupèrent pas. contrôle pas. Et puis qui ne se récupèrent pas. Ouais, Le c'est temps ça. perdu, c'est le temps perdu. Ouais. Et moi, je pense que la vraie richesse, c'est le temps. Être riche, c'est avoir de l'argent. Ouais. Et ce qui peut être intéressant, c'est utiliser son argent pour gagner du temps. L'oisiveté choisie, c'est un grand luxe. L'oisiveté subie, c'est autre chose. Tu peux avoir du temps si tu n'as pas de moyens. Mm. Bah, tu as du temps, mais tu n'es pas vraiment en capacité d'en jouir et d'en profiter. Maintenant, je pense qu'aussi le peu, le contentement, ça rend libre. Ouais. Quand tu t'es heureux avec peu, t'es bien. Ouais, on en parlait un petit peu en off là tout à l'heure. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a toujours ce truc-là de s'acheter le dernier iPhone, la dernière voiture, la dernière ci, la dernière ça. Et des fois, moi, je suis d'origine marocaine, des fois, quand je vois mes cousins et qui vivent simplement, mais des fois, entre guillemets, je les envie. Parce que je me dis, mais en fait, il a besoin de pas grand-chose. Et moi, je me plains pour un petit truc. Et ça m'a. C'est un grand travail que je fais sur moi par rapport à tout ça. Et des fois, je me pose des questions, tu vois, en me disant, mais est-ce que c'est les bons choix que je fais? Est-ce Mais, que, tu vois? ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de bons ou de mauvais choix. Mais ce qui est certain, c'est que quand t'as peu et que t'es content, bah, t'es libre. Et cette liberté, c'est comme le temps, tu vois, ça n'a pas vraiment de prix. C'est inestimable. Et c'est vrai que de changer d'iPhone tous les ans, Ouais. ben, c'est peut-être sur le moment agréable, mais quand tu vois l'effort à fournir Mm. pour dépenser autant d'argent dans un nouvel iPhone par rapport au plaisir que ça Mm. génère, je suis pas sûr que l'équation soit bonne. C'est de l'achat compulsif. C'est compulsif. Et C'est puis, compulsif. et encore une fois, qu'est-ce que ça amène comme plus-value? Mm. Je suis pas certain. Après, des fois, pour la confiance, pour l'estime, Mm. on a besoin aussi de peut-être posséder, peut-être collectionner. Ça peut nourrir un petit peu l'esprit, parfois l'âme, mais c'est assez subjectif. Mais je crois qu'il y a beaucoup de civilisations Mm. qui sont très heureuses avec peu et beaucoup qui sont malheureuses avec beaucoup. Mm. C'est pas un gage de qualité, ni un gage de bonheur. C'est une manière de penser. C'est une manière de penser, puis c'est aussi un système. Mm. C'est-à-dire que le fait de renouveler, de consommer, ça fait tourner l'économie. Ouais. Donc c'est une société capitaliste aussi, on est Ouais. dans ce monde-là. Je crois qu'il faut garder quand même ce goût de la conquête, de la possession maîtrisée, mais tout en étant aussi capable d'être heureux avec peu. Voilà, c'est cette Ouais. dualité, cette agilité finalement qui permet d'être toujours bien. Et du coup, je vais rebondir sur une question, elle va être un peu personnelle. Mais quelle est la plus grande folie que tu as faite depuis que ça va un petit peu mieux, tu vois, on va dire? Bah, la définition de la folie, elle reste relative, Ouais. mais je pense que de faire mes courses sans regarder vraiment les prix, c'est déjà une grande folie. Ouais. C'est déjà, ça paraît un peu banal ce que je dis, mais c'est incroyable de Mm. pouvoir acheter des fruits français, des fruits locaux, Mm. de pouvoir avoir des circuits courts. Ça, c'est un luxe incroyable. Pour moi, c'est déjà une Ouais. très belle folie. Tu m'as pas répondu à la question. Bah, Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais moi, je pensais que tu allais me dire, j'ai acheté la dernière Bugatti. Tu vois, non, je ouais, plaisante. non, mais je peux comprendre. Après, Non, je plaisante. c'est vrai que c'est des attitudes un peu de joueur de foot. Tu vois, Ouais, moi, je reste assez terre à terrien. terre. Ouais, et je me dis que l'écart entre posséder une hypercar Mm. qui peut rendre un peu heureux par rapport à ce que tu peux en faire pour aider des familles, pour Mm. même le faire fructifier. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est comme on disait, l'iPhone, il ne te rend pas forcément heureux par Non. rapport à l'effort. Pour acheter net d'impôt une voiture à 400 000 euros, c'est des heures, des sacrifices. Et une C'est fois que sûr. tu es dedans, est-ce que tu es content le 30 premiers jours? Mais après, Ouais. tu respectes plus. Enfin, tu vois, c'est comme tout, on Mm. s'habitue. D'ailleurs, ce qui nous rend vivants, parce qu'on s'habitue au bon comme au moins bon. Ouais. Demain, tu es dans un château, au bout d'un mois et demi, bah, tu seras habitué à avoir 10 mètres de hauteur sous plafond et Ouais, 50 c'est chambres. sûr. Et si tu tombes dans une cave, bah, au bout d'un mois, tu auras mis ta petite penderie dans la cave, tu seras organisé même dans Ouais. ta petite superficie. Tu vois, c'est qu'un état d'esprit, je crois. Mm. Tu sais que le média, il est en lien avec Bordeaux. Mhm. Et je voulais voir avec toi quel lien tu as avec cette ville. Alors, moi, j'ai un lien qui est fort avec Bordeaux parce que je suis venu exclusivement pour le concept.
j'avais la possibilité d'ouvrir partout en France. Et je me suis dit, le pilote, on doit le faire dans une ville qui a des critères favorables au lancement d'un concept healthy. Donc on a choisi le sud de la France en priorité. On s'est dit l'Île-de-France, c'est intéressant, Paris capitale, Bien sûr. météo qui n'est pas forcément très favorable, et puis des acteurs déjà existants. Bordeaux, il y avait très peu d'acteurs, il y avait quasiment personne. Il y a un pouvoir d'achat à Bordeaux, même si la France est en difficulté, à Bordeaux, il y a du pouvoir d'achat. On s'est dit, Parisiens du Sud, pouvoir d'achat, beau temps, pas d'acteurs. Et en plus, il y a une statistique assez incroyable, c'est que c'est une des villes de France avec le plus de restaurants par rapport au nombre d'habitants. Donc je me suis dit, avec Joseph, si le concept fonctionne à Bordeaux, bah, il fonctionnera partout au national. Donc c'était un bon pilote. Et puis la qualité de vie, elle est bonne quand même. La région, elle est douce. Une belle ville quand même. Ouais, c'est très doux. On a le soleil assez rapidement là, Ouais, il y a au mois de mars. Non, puis tu as la plage pas loin, Ouais. tu as une histoire qui est belle, Ouais. la culture des vignes, tu as un terroir qui est riche, et puis une population qui est quand même assez accueillante. Bon, il y a toujours forcément des tris à faire, mais globalement, ça reste une ville très, très, très confortable. Je sais que vous sélectionnez très drastiquement, on va dire, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ce mot-là, les futurs franchisés. Quel est le profil idéal? Comment vous jugez tout ça? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un formulaire à remplir, un test, tu vois? Bien sûr, il y a beaucoup de pare-feu pour s'assurer de la compatibilité entre nos recherches et le besoin de l'interlocuteur. Okay. Et là, il n'y a pas de jugement de valeur. On ne se dit pas les gens sont bons, pas bons. On dit juste qu'ils sont adaptés ou pas à nos méthodes, notre vision, notre ambition. Et c'est ça qu'on cherche. C'est aussi simple que ça, c'est très mathématique, puisque notre réussite, elle est conditionnée à la sienne et réciproquement. Et en plus de ça, on a un devoir, on est un gardien du temple. Si demain, dans le réseau, on emmène des franchisés qui ne sont pas compatibles avec et les autres et nos méthodes, eh ben, on risque de niveler par le bas et de paupériser finalement l'ensemble du système. Donc, ce n'est pas un choix et une sélection qui est faite pour mettre à l'amende, bien au contraire, c'est pour garantir que le modèle soit pérenne et continu. Donc, c'est simplement, est-ce que les gens ont des valeurs qui sont les mêmes que les nôtres, des méthodes de travail qui sont identiques ou similaires, et une ambition qui est convergente avec nos ambitions. Et c'est ça qu'on veut détecter. Et c'est difficile, sur un temps qui est assez court, de s'assurer de cette compatibilité. Mais on ne fait pas de compromis. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vois ? Il y a des traits de caractère quand même qui ressortent souvent? Un bon entrepreneur reste un bon commerçant, un bon gestionnaire et un bon manager. Voilà quand même les clés d'un succès opérationnel. Quand tu es présent dans ton point de vente, peu importe ce que tu fais, quand tu manages les hommes et les femmes avec habilité, détermination et subtilité, et qu'en plus tu accueilles les clients avec le sourire, avec une énergie positive toute l'année, ben, c'est rare de se tromper. Et c'est ça qu'on cherche. Et puis des gens qui sont bons dans la durée. C'est ça, on fait le long terme. Mais le long terme dans tout. Et encore une fois, il y a des cahiers des charges qui sont bien spécifiques. Si, par exemple, tu construis ta maison, eh ben, tu sais que tous les week-ends, tu es en train de construire ta maison. Dès que tu as un moment de libre, tu es sur ton chantier pour faire avancer ta maison. Ce n'est pas compatible avec le lancement d'un projet professionnel qui demande une attention de tous les instants pour réussir précisément ce lancement. Donc la première année, comme la première année de vie d'un nourrisson, c'est l'année la plus critique, l'année la plus dure parce que c'est nouveau, l'année la plus dure parce qu'il y a une précarité, une fragilité liée au lancement, au côté jeune de l'affaire, et donc forcément tu dois y mettre en contrepartie une intention et une attention toute particulière. Donc en fait, c'est finalement tout ça qu'on conjugue pour ne sortir que des porteurs de projets qui veulent faire un long chemin avec nous. Aussi, il y avait une question à te poser par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu lui conseillerais plutôt d'entreprendre seul ou de se lancer dans une franchise? Bien, moi, je considère que la franchise est un levier d'accélération incroyable. Si tu prends tous les leaders mondiaux, peu importe leur métier, le service, le commerce, l'industrie, sont tous des enseignes en franchise. Parce que quand tu es 100, 200, 1000 à acheter le même produit, forcément, tu le payes moins cher que quand tu es tout seul dans ton coin. Donc, tu as un meilleur rapport qualité-prix pour ton client final. Quand tu as une idée, mais que tu n'es pas seul, mais 10, 20, 30, 100 cerveaux
qui réfléchissent à les mêmes problématiques, tu as plus de chances d'avoir un retour qui soit complet. Oui. Quand tu as finalement un plan de communication que tu mets en place et qui sert l'ensemble des parties et que tout le monde localement met une impulsion aussi, le résultat, il est quand même beaucoup plus puissant en nombre de chocs que quand tu es tout seul dans ton coin. Donc on va dire que seul, tu vas peut-être un peu plus vite parce que tu es moins tributaire d'un collectif, mais tu vas moins loin. Donc c'est une notion aussi d'endurance. Donc forcément, la franchise, pour moi, c'est le levier de croissance le plus puissant qu'il existe au monde. Et c'est certain, tu ne peux pas seul aller contre un réseau de 100, 200, 300, 1000 personnes. Pas possible. C'est très compliqué, c'est mathématiquement compliqué. Donc effectivement, moi je conseille de se lancer en franchise. Et si on a le tempérament, l'idée, parce que pour devenir franchiseur, c'est associer un concept qui est bon, qui est performant, qui démontre une rentabilité supérieure à quelqu'un qui ferait la même chose. En fait, la question qu'on se pose, c'est pourquoi je le fais avec toi plutôt que sans toi? Et si tu n'es pas capable d'apporter une réponse claire, personne ne va s'engager à tes côtés. C'est quoi la valeur ajoutée de le faire avec toi? Et ensuite, il faut aussi un état d'esprit. Tu as vu, on parlait précédemment des fonctions du métier de franchiseur qui sont finalement denses, avec plein de métiers dans le métier. Et donc, il faut une carte mentale qui soit aussi en adéquation avec la fonction de franchiseur. De recul aussi. Et puis de gestion de la pression, parce que on reste quand même en France, et si les gens réussissent, c'est grâce à eux, et s'ils échouent, c'est à cause de toi. On cherche plus facilement des excuses que des solutions. C'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre que sa faute. Et ça t'est déjà arrivé justement qu'un franchisé installe un Eat Salad, que ça ne fonctionne pas comme ça devrait? Alors il y a la période Covid qui a quand même été très violente pour la restauration, mais ça nous est arrivé une fois de faire une erreur de casting, de prendre quelqu'un qui n'était pas adapté au système de franchise. Et puis parfois tu prends un emplacement, c'est très rare, hein, mais qui est bon, et puis il suffit qu'il y ait des bureaux qui soient devenus vacants, du télétravail, tu vois, des contingents que tu ne maîtrises pas, qui peuvent fragiliser la structure. Mais bon, ça, c'est la vie, c'est le lot. Il n'y a pas de garantie entrepreneuriale. Il n'y a personne. Si un entrepreneur te dit c'est sûr à 100%, il faut courir dans l'autre sens, parce que c'est précisément un mensonge. L'entrepreneuriat égale risque. Maîtriser, mais risque quand même. Oui. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement qu'un franchisé ait ce tempérament créatif et qu'il voulait changer les menus ou qu'il voulait t'apporter une suggestion? Est-ce que c'est entendu par la franchise? C'est encouragé même, mais dans un cadre qui n'est pas anarchique. Okay. En fait, c'est ça l'histoire. Bien sûr qu'on ne peut pas se priver de retour de terrain de gens qui opèrent au quotidien et qui sont au cœur de la promesse client. Donc c'est même du miel pour nous, toutes ces informations-là. Ce qui ne l'est pas, c'est que ce soit appliqué de manière unilatérale, anarchique, sans organisation. Donc on met en place, nous, des instances de dialogue et de concertation qui viennent traiter de sujets opérationnels, de sujets logistiques, de sujets marketing, parce qu'il y a des gens qui sont très à l'aise sur la logistique, c'était leur métier peut-être avant d'être franchisé, d'autres qui sont très créatifs, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des cadres avec bien sûr des droits et des devoirs pour tout le monde et qu'on en ressorte avec une valeur ajoutée. Voilà, c'est cette notion de réussir. Pour réussir individuellement, on doit d'abord réussir collectivement quand on est dans un système de franchise vertueux. Je me rends compte un peu plus là, justement, en ayant cette discussion avec toi, c'est que on essaye de tout contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler en fait. Oui, effectivement, il ne faut pas être obsédé par le contrôle. Il faut mieux être obsédé par le process. Le contrôle, il est obligatoire parce qu'on doit pouvoir évaluer à un moment bien précis pour valoriser, corriger, former à nouveau. Mais ce n'est pas le contrôle pur pour le contrôle. C'est surtout de se dire comment on met des outils qui soient normés, qui soient finalement utilisables. Ce que je disais tout à l'heure, il faut que ce soit du sur-mesure tout en conservant l'objectif final qui est le client. Et on ne peut pas faire toujours ce qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'on doit se dire aussi. Mais dans rien dans la vie. C'est de l'effort et du résultat. Si tu regardes le repas entre les courses, la cuisine, la plonge et le temps que tu passes à manger, tu as 80% d'effort et 20% de plaisir. Ou alors tu trouves du plaisir dans chaque action. Ce qui est pour moi le mieux. C'est d'être autant heureux de cuisiner, de faire les courses, de faire la plonge et de manger. Comme ça, tu es gagnant sur toute la ligne. Mais c'est encore une fois un petit travail intellectuel à faire et d'être dans la satisfaction de se dire que en fait, tout a de la saveur.
Tout a de la saveur. Même dans des moments d'adversité qu'on a tous connus en pro, en perso, se dire c'est une aubaine d'être éprouvé. C'est finalement même une chance. C'est une chance, ouais. C'est dire merci et être heureux. C'est mon moteur, moi. Non, mais c'est sûr qu'on apprend plus de l'échec que du succès. Ouais. Puis on a tendance à se laisser griser par le succès. Ouais, on a tendance à prendre un peu la grosse tête. On est humain. Et des fois aussi, le succès est biaisé. Il y en a qui vendent le succès en quelques jours ou en quelques mois, alors que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un travail sur le long terme. Et le fait d'avoir cette discussion-là avec toi, ça permet aussi de voir aussi le chemin qu'il faut avoir pour commencer justement à se dire, allez, je passe un step au-dessus. Bien sûr. De toute façon, comme on disait, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a un chemin pour tout. Et à chaque fois que tu franchis un palier, chaque fois que tu franchis un cap supplémentaire, il faut revoir ton alimentation, il faut revoir ton entraînement, il faut revoir ton sommeil, il faut tout revoir. Tu peux être excellent en National 2 et très mauvais en Ligue 1. C'est vrai. Et la difficulté, c'est que les équipes aussi se mettent au niveau, que le dirigeant se mette au niveau, que le réseau d'experts, d'avocats, de comptables, de notaires, d'assureurs se mettent aussi au niveau de tes ambitions qui évoluent. Et c'est la communication. Cette capacité à parler peu, mais pour parler juste, parce que quand on parle beaucoup, on a tendance à dire des bêtises. Donc c'est vrai que si on a d'ailleurs 2 oreilles et une bouche, c'est plutôt pour écouter plutôt que parler. Alors évidemment, il faut communiquer avec les autres, mais moi j'essaie de faire des rendez-vous qui sont assez rapides et qui sont préparés, avec des comptes rendus, ce qui permet en vérité d'avoir la quintessence, l'essence des choses, et d'éviter tout ce qui pollue. On est qu'humain, encore une fois, on ne peut pas se souvenir de tout, on peut pas, puis encore plus quand tu ne prends pas de notes. Alors là, c'est compliqué. Ça devient très compliqué. Et du coup, tout ce travail-là, tu as dû l'apprendre aussi. Oui. Parce que, comme tu dis, en 1 heure, il faut que ce soit synthétisé, il faut que j'ai mon reporting. Mon reporting, il faut que je m'en sers pour développer ou améliorer certaines choses en opérationnel, en communication ou autre. Et justement, par rapport à tout ça, tu parlais d'apprentissage. Comment tu as fait pour justement apprendre toutes ces choses? Est-ce que tu as fait des formations? Je sais que tu apprends des langues aussi, tu t'intéresses à la langue. Qu'est-ce que tu as dû mettre en place justement pour justement avoir ce niveau-là aujourd'hui? Déjà, le fait de ne pas lâcher le beefsteak. C'est quelque chose qui paraît évident, mais c'est un fondamental. De toujours enfiler le bleu de chauffe et d'y aller. D'y aller au mastic. C'est dur, parce que des fois, on n'a pas envie. Alors, je suis qu'humain et je le dis, des fois, je fatigue comme tout le monde, mais je ne perds pas de vue l'ambition. Je ne perds pas de vue le cap et je me dis que même si là, c'est un peu tendu, ça peut que s'améliorer. Et dans tous les cas, je ne veux pas de regrets. Tu vois, ça me fait plus mal de regretter plutôt que d'avoir des remords. Tu vois, je préfère le remords que le regret. Je préfère dire, ça ne s'est pas passé, mais moi je l'ai fait, plutôt que de ne pas le faire. C'est souvent par peur, par timidité, par manque de confiance en soi, par des facteurs qui sont très émotionnels. C'est pas rationnel. Et moi, j'aime bien poser tout sur un papier. Tu vois, le colonne plus, tu prends un arbitrage. La colonne plus, la colonne moins. Et en fonction si il y a plus, tu choisis. Puis surtout, tu peux nourrir et justifier ta décision. Si on te demande pourquoi tu as décidé ça, tu dis, voilà, j'ai fait ma colonne plus, regarde ce qui est sorti, regarde le moins, tu aurais fait quoi à ma place? Ouais, c'est clair. Et a priori, c'est logique. Et la logique, dans l'arbitrage, elle a beaucoup plus de poids que l'instinct. Il faut garder l'instinct, il faut garder la spontanéité. C'est ce qui fait important. C'est ce qui fait notre personnalité. Mais ça ne peut pas être l'unique canal et l'unique locomotive dans le quotidien. Ou alors, c'est très, très sport. Très, très artistique. Incroyable. On va être sur la fin. Du coup, je voulais savoir un petit peu les projets du Hit Salad. Parce que là, vous êtes en France, vous avez fait plus de 100 magasins. Enfin, 100 restaurants, pardon. Quels sont les projets futurs? Parce que tu as parlé d'expansion internationale. Bien sûr. En fait, le modèle, il est calibré pour réussir partout dans le monde. Et on a effectué avec mon frère Joseph à peu près 59 dépôts de la marque. Donc on parle de dépôts de propriété intellectuelle, de croquis, de logos, de marques semi-figuratives, presque 60 pays dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un terrain de jeu international de 60 pays. On disait tout à l'heure que le produit il est universel, qu'il n'y a pas d'extraction, pas de cuisson, c'est un produit qui est simple. Notre objectif assumé, c'est d'être le leader mondial du healthy.
Parce que si je te demande aujourd'hui, Oussama, qui est le leader du burger dans le monde? Tu me réponds. De la pizza, tu me réponds. Oui. Sans hésiter. Ouais. Mais si je te demande quel est le leader du healthy, quelle est l'enseigne Mm. quand tu penses healthy? Moi, en France, je penserais à Eat Salad. Eh bien, je te remercie de Mm. cette distinction. Ouais. Ben, c'est exactement ce qu'on veut, mais à l'échelle mondiale. Mm. Donc notre modèle, encore une fois, il est calibré pour être présent en aéroport, en station-service, en gare ferroviaire, en centre commercial, en kiosque, en centre-ville et en zone d'activité. Donc on a tous ces formats-là. On fait du chaud, du froid, du smoothie, du smoothie protéiné. Enfin, tu vois, on a élargi notre offre et la profondeur de gamme pour répondre aux besoins de tout le monde toute l'année. Ouais. Voilà, c'est ça finalement le modèle. Les stations de service, c'est un point stratégique parce que j'en ai marre de manger des triangles. Et bah exactement, triangle ou des salades un peu artificielles. Ouais, Effectivement, il y a des... Enfin, il n'y a pas grand-chose dans la salade. Non, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas ce sentiment de satiété, en fait. Et puis, tu n'as pas le sur-mesure, la personnalisation. On fait des sandwichs chauds, toastés, sur-mesure, tu vois. Et puis, il y a aussi des produits qu'on n'aime pas. Tu prends une salade déjà faite, tu dis, ben, moi, je voudrais remplacer ce produit-là par un autre, tu peux pas. Et puis, il n'y a pas le conseil, la fraîcheur, voilà. Donc, il en faut pour tous les budgets, tous les palais, j'ai envie de te dire. Mais on considère qu'aujourd'hui, que ce soit dans le fond ou dans la forme, on a toutes les capacités et toutes les armes en main pour être ce leader de demain sur le marché du healthy mondial. En tout cas, je te le souhaite, moi, en tout cas, que ça se fasse. Parce que vraiment, il y a... Enfin, je ne suis pas là à vendre Eat Salad, hein, c'est pas le truc. C'est que vraiment, moi, à chaque fois que j'y vais, je prends plaisir à me faire ma salade. En fait, c'est ça le truc. Et en plus de ça, il y a une manière aussi du service. On me tend le ticket à chaque fois avec les deux mains. Ça m'a perturbé au début. Et après, je te regarde beaucoup. Maintenant, je sais pourquoi. Pour les auditeurs qui ne savent pas pourquoi il y a tous ces process-là, j'ai l'impression que tu t'es inspiré de plusieurs pays dans leur qualité et que tu les as inclus dans le process Eat Salad. C'est ma perception, en tout cas. Eh bien, tu vises juste. En fait, c'est de donner le meilleur au client. Et comme on disait tout à l'heure, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Eh bien, il y a des codes et des pratiques dans certains pays qui valorisent vraiment le consommateur, d'autres qui, au contraire, le desservent un petit peu. Et nous, on voulait offrir à notre client, même si c'est de la restauration rapide, même si c'est un panier moyen de la restauration rapide, eh ben, lui offrir les codes de ce qui se fait de mieux. Et effectivement, à partir du moment où tu es poli, où tu es courtois, que tu considères l'autre dans son temps et que tu le respectes, eh ben, la promesse client, elle est bonne. Et c'est sincère, c'est ça qu'on veut. Tu vois, moi, je me mets souvent à la place du client. Quand tu es client, que tu arrives dans un établissement, qu'on ne te considère pas, qu'on te sert mal, alors que c'est accessible. Tu ne reviens plus. Bah surtout, on va expliquer pourquoi, comment on n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de volonté. Les gens ne veulent pas faire, mais ils sont capables de le faire. Donc du coup, je me dis, comme chaque collaborateur, chaque franchisé, chaque manager est un peu la prolongation de nous-mêmes, ils nous représentent quelque part et réciproquement, eh ben, je n'ai pas envie d'associer mon nom ni à l'amateurisme, ni à l'irrespect. Bien au contraire, je voudrais valoriser 100% de la chaîne de valeur. Et ça passe par toute cette exigence, ce process, et qui se muscle et qui s'améliore chaque jour aussi, parce que le client évolue et on veut répondre à ses attentes et à son besoin en tout temps. C'est vraiment notre cheval de bataille. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Eh ben, ça me fait plaisir parce que le job est alors sur la bonne voie. Mais c'est sûr. Et il y a aussi la petite mascotte, là. Ouais. C'est comment ça t'a pris cette idée-là de mettre cette mascotte-là en forme de carotte, en forme d'avocat, et elle nous dit venez manger. En gros, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Alors, on l'a lancé dès le départ, dès le premier restaurant, à l'ouverture en 2013 du premier. On avait déjà je vais te dire même, en 2013, on avait acheté la une du Sud-Ouest. Ça faisait partie du budget du projet. Et on avait écrit « Eat Salad arrive enfin pour vous à Bordeaux. Les 100 premières salades offertes aux 100 premiers clients sur la une du Sud-Ouest, 2013. » Ça a été repris par beaucoup d'enseignes derrière de faire de la gratuité. Alors, je n'ai pas la prétention d'être le pionnier là-dessus, mais en tout cas, je sais que... C'était une bonne stratégie, en tout cas. En tout cas, ça a fait une file d'attente le premier jour qui était incroyable. Et ce costume carotte, je l'avais vu aux États-Unis. Et ils le faisaient beaucoup pour faire la promotion de différents concepts. Et je trouvais que c'était différenciant. Je trouvais que ça faisait un capital sympathie qui est fort. Tu vois, c'est un marqueur, la carotte, ça force le dynamisme, ça met du mouvement, et puis c'est symbolique. Ça vient apporter de la consistance au concept. J'ai une dernière question à te poser.
et ça c'est pour les auditeurs qui nous regardent et qui doutent, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu leur aurais un conseil à leur donner ou un message à leur passer? Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, effectivement, maîtrisez le risque, mais allez-y. De toute façon, on ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Même si vous ne prenez pas des bonnes décisions maintenant, elles serviront demain et vous aurez trop de regrets de ne pas le faire. Entourez-vous des bonnes personnes, prenez le temps. Personne n'a jamais pris de bonnes décisions dans l'urgence. On prend le temps, on écrit, on évalue le plus, le moins et on prend des décisions en ce sens. On les assume et on ne baisse pas les bras à la première, ni à la deuxième, ni à la 50e difficulté. Parce que la vie, elle est comme ça. Et si on a un doute, on pense à la nature. Tu penses à un lion, à la nature. Des fois, pendant 3 semaines, ils mangent rien. Ils cherchent de l'eau et ils se battent et ils n'arrêtent pas à trouver l'instinct de survie. Et ben c'est ça la vie en vrai. Personne n'est épargné, personne n'est privilégié au final. On doit se battre chaque jour. Donc il faut juste accepter le combat en le prenant comme quelque chose de très positif, comme un luxe et un honneur, et d'y aller avec beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité et de l'humilité, toujours une fois. C'est toujours pareil. Puis la chance sourit aux audacieux quand même, donc il faut être audacieux. Merci beaucoup, merci Antoine. Oussama, merci. Ça a été un plaisir. Partagé, merci J'ai full valeur là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines étapes? La santé. La santé. Il n'y a que ça qu'on va me souhaiter. En vérité, après, c'est plus dans nos mains, mais la santé, ce serait ce qu'on peut me souhaiter de mieux. Ok. Merci beaucoup. Merci Oussama. À bientôt. Merci, prends soin de Et bon toi. courage pour la suite, pour une salade et que ça fructifie encore, parce qu'on en a besoin de ce type de concept. Et on a besoin de tes initiatives aussi, donc lâche rien, c'est un honneur d'avoir pu passer ce temps avec toi. Merci beaucoup, merci. Merci, à bientôt. Merci. À bientôt.